Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et le thème de ce podcast va être le Bigfoot et le Dogman. Et les Bigfoot et Dogman prédateurs en particulier. Parce que c'est autre chose que les Bigfoot et les Dogman classiques. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que le dimanche 1er décembre 2024 de 13h à 18h, j'organise à Paris une visite guidée conférence sur le thème du secret concernant les ovnis et la présence extraterrestre. Donc le lieu de rendez-vous sera à 13h devant la station de RER Port-Royal, boulevard de Port-Royal, 75 005 Paris, métro Raspail, ligne 4 ou ligne 6 et RER Port-Royal. Et ce n'est pas choisi au hasard, c'est parce que cette station de métro est à proximité de l'Observatoire de Paris qui est connecté donc au phénomène OVNI pour des raisons évidentes. Je voulais également vous annoncer que le samedi 7 décembre 2024 de 12h à 18h, j'organise une conférence en présentiel à Paris sur le thème des mystères de la Terre. Donc là, c'est quelque chose qui va aller très loin. Je vais évoquer la notion de titan notamment, et je vais parler de la Terre creuse, de combustion spontanée et de très nombreux sujets, tous interconnectés. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir. La conférence aura lieu au Café d'Orléans, donc au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, métro Mouton du Vernet, ligne 4, de 12h à 18h. Sachez également que le samedi 14 décembre 2024 de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur le thème des civilisations disparues. Donc là aussi, ça va être un thème que je n'ai jamais abordé avant, extrêmement passionnant, où l'on va plonger vraiment en profondeur dans la notion de civilisation disparue. On va parler de comment ces civilisations disparues sont tombées et on va parler des connexions avec notre monde actuel. Donc voilà, venez nombreux, c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc, comme je l'avais dit dans le dernier podcast, beaucoup de gens, et c'est normal, ne vont pas jusqu'aux dernières minutes pour des podcasts, tout simplement parce qu'une fois que l'essentiel du podcast a été dit, les gens s'arrêtent, et moi ça m'arrive beaucoup. Donc on va parler de thèmes qui peuvent paraître un petit peu sombres, mais la solution est à la fois la plus simple et la plus compliquée. Ça vient de notre capacité créatrice. En gros, il faut qu'individuellement et collectivement, on utilise nos capacités créatrices pour créer un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités non humaines. Et c'est la seule solution qui peut se décliner de plusieurs milliards de manières différentes, puisque chaque être humain peut l'appliquer différemment, mais elle passe tout simplement par la joie, le bonheur et l'information. Donc ça, c'est capital à comprendre. On est des êtres créateurs et la solution viendra de nous et pas d'un quelconque sauveur externe. Et si je donne ces podcasts, c'est que je suis persuadé qu'on va y arriver. Parce que vraiment, nos pouvoirs créateurs sont hyper puissants, mais l'on n'en a pas toujours conscience. Donc, le podcast du jour va porter sur les Bigfoot et les Dogmen prédateurs. Donc,
Le phénomène du Bigfoot, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est un phénomène extrêmement intéressant qui est multifactoriel. Des apparitions de Bigfoot, d'hommes sauvages en fait, ont été signalées dans le monde entier. Alors, le plus connu, c'est le Yeti dans l'Himalaya. Il y a le Bigfoot aux États-Unis et au Canada, ou Sasquatch. Il y a également le Yowie en Australie. En France et en Europe, il y a les Bretous. En Grande-Bretagne, ça porte un autre nom. Au Japon, il y a des signalements de ces animaux, donc on les retrouve un petit peu partout. De même, le dogman ou canidé à deux pattes a été signalé un petit peu partout dans le monde. Des enquêtes approfondies ont été menées dans les années 90 par une chercheuse absolument géniale du nom de Linda Godfrey. Et ces entités se retrouvent aux États-Unis, mais aussi en Europe. Des chercheurs comme Virgil Canday et Morgan Priest ont fait des recherches très intéressantes sur les dogmen, et c'est un phénomène comme le Bigfoot, comme le Bretou, qui est une réalité. Certains Bigfoot sont des humanités parallèles qui, en fait, vivent dans notre réalité physique, mais se cachent de l'humain, parce qu'elles disposent d'une intelligence supérieure à la nôtre, dans le sens où elles sont beaucoup plus en contact avec la nature, et ces humanités parallèles ont gardé des pouvoirs psychiques. Et beaucoup de Bigfoot, quand on décrit leur comportement, on voit que c'est un comportement humain et pas un comportement animal. Du reste, Tom Lyons, quand il enquêtait sur des Bigfoot en Floride, parlait d'un langage entre les Bigfoot. Les Bigfoot parlent entre eux et parlaient entre eux un langage comme un langage humain. Donc certains Bigfoot sont des représentations d'une humanité parallèle. D'autres sont liés à des entités des galeries de la Terre creuse, puisqu'il y a énormément de galeries souterraines qui sont peuplées par un grand nombre d'entités. Et des chercheurs comme Rex et Heather Gilroy ont montré qu'il y a des connexions entre les apparitions de Bigfoot et la présence de grottes. Donc Bigfoot, c'est plusieurs humanités parallèles et plusieurs humanités liées à la Terre creuse. Après, certains Bigfoot sont liés au lore des entités sans âme, et d'autres Bigfoot sont des animaux inconnus. C'est des Bigfoot qui sont plus animalesques, je ne sais pas si le mot existe, mais qui sont plus animalesques et tout ça, et ça serait des survivances de Gigantopithèques. Mais il n'empêche, beaucoup de Bigfoot correspondent à des humanités parallèles. Par exemple, il y en a beaucoup qui correspondent aux descriptions de Néandertaliens, d'autres qui correspondent à des descriptions d'Homo erectus, d'autres aussi qui correspondent à ce qu'on peut appeler des hommes sauvages et des hommes féroces. C'est notamment Paulides qui a vraiment travaillé sur cette question. Donc, il est clair que beaucoup de Bigfoot sont des représentants d'humanités parallèles. Et s'ils ne sont pas dérangés, ces Bigfoot ne sont pas hostiles. Selon les enquêtes que j'ai pu mener avec Stéphanie Nadon, notamment sur le Bigfoot, ils ont même une connaissance de la réalité extrêmement importante et une grande sagesse. Et si ce ne sont pas des sauveurs externes, ce sont des êtres vraiment bienveillants, mais qui n'aiment pas être dérangés et qui, du reste, ne se montrent pas. Les dogmen, c'est pareil. Certains correspondent à des créatures inconnues
tout simplement. Donc, un animal très intelligent, inconnu. Ça a été démontré, je pense, par Linda Godfrey et par des chercheurs comme Virgil Canday et Morgan Priest. D'autres correspondent à des entités sans âme qui prennent la forme de dogmen. Mais il y a des Bigfoot et des dogmen qui échappent à ces catégories. Par exemple, Tom Lyons décrit certains Bigfoot qui vont carrément ramper comme des araignées. Des Bigfoot qui sont extrêmement hostiles aux humains et qui sont même dangereux. Tom Lyons parle de personnes qui ont été massacrées par des Bigfoot, par exemple, dans certains campings. Bien évidemment, il y a un blackout total des autorités par rapport à ces questions. Tom Lyons lui-même avait montré qu'en Californie, il y avait certains Bigfoot qui étaient connectés au complexe militaro-industriel, dans le sens où le complexe militaro-industriel savait exactement ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient, et ils savaient qu'ils étaient extrêmement hostiles. Selon Lyons, ces Bigfoot étaient connectés à des programmes secrets et des programmes de clonage. Donc on va y revenir. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des Bigfoot qui sont hyper hostiles aux humains, qui sont carrément prédateurs. Josh Turner et Jerry Williams, deux chercheurs qui ont fait un énorme travail sur le Bigfoot et le Dogman, ont montré qu'il y a énormément de disparitions qui sont associées au Bigfoot et au Dogman. Jerry Williams explique que certains Bigfoot sont extrêmement dangereux et que ce ne sont pas des créatures, non, ce ne sont pas des créatures qui font partie de cette réalité. Ce sont des créatures paranormales, c'est-à-dire qui maîtrisent les différentes dimensions. Donc pendant longtemps, j'ai pensé que c'était des entités sans âme qui se faisaient passer pour des Bigfoot, et il y a des entités sans âme qui se font passer pour des Bigfoot, mais je pense qu'il y a un autre paramètre, et c'est ce qu'on va étudier. En tout cas, ces Bigfoot prédateurs sont vraiment une menace, et ça, c'est vraiment Jerry Williams qui en parle dans ses interviews, dans ses livres. Il explique qu'il y a par exemple beaucoup de disparitions qui sont liées à ces Bigfoot. Tom Lyons a recueilli des témoignages de charniers au milieu de forêts américaines, dans des endroits où il y a énormément d'apparitions de Bigfoot. De même le Dogman, par exemple. En France, en tout cas, c'est présenté comme quelque chose de risible, comme quelque chose de relativement anodin, et certains sont effectivement anodins. Certains sont des créatures inconnues, tout simplement. Mais il y a des dogmen qui sont extrêmement dangereux. Par exemple, Jerry Williams parle de massacres de Bigfoot qui ont eu lieu au niveau des Appalaches. Il y a du reste un couple d'Américains qui ont une chaîne YouTube qui travaille justement sur les disparitions qui sont liées au Bigfoot. Et il y en a énormément. Un autre chercheur a parlé de personnes qui disparaissent et qui sont retrouvées empalées carrément à plusieurs mètres de hauteur. Et pour ce chercheur qui est un spécialiste du Bigfoot, c'est évident que c'est l'œuvre du Bigfoot et du Dogman. Donc ces créatures sont, pour certaines, je dis bien pour certaines parce que la plupart ne le sont pas, les représentants d'humanité parallèle sont très positifs, mais certains Bigfoot et Dogmen sont des créatures extrêmement
dangereuses et qui sont prédatrices. Et elles sont associées à des disparitions d'êtres humains, à des mutilations d'êtres humains et aussi à des disparitions d'animaux et à des disparitions d'êtres humains. Par exemple, pour Jerry Williams, la plupart des mutilations de bétail sont connectées à ce genre de Bigfoot. Donc, pour moi, je pense pas la plupart, mais une partie, parce qu'il y a des mutilations animales qui sont connectées à des entités non humaines. Donc, pour comprendre les Bigfoot et les Dogmen prédateurs, il faut revenir à ce mythe amérindien qui parlait d'araignées. Et ce mythe disait que les araignées, c'était les araignées cosmiques, les araignées dimensionnelles, c'était des formes de vie, des sortes de formes d'intelligence artificielle qui auraient amené le mal, qui auraient contaminé l'humain par le vétigo. Le vétigo, c'est la capacité de faire le mal. Et selon les mythes amérindiens, ces araignées sont aussi capables de prédation. Elles peuvent agir à plusieurs niveaux. Elles peuvent aussi s'assembler pour former des araignées de grande taille. Elles peuvent agir au niveau physique, au niveau psychique et au niveau astral. Donc pour bien essayer de comprendre les choses, j'ai fait vraiment voir par deux médiums différentes ce que sont ces araignées. Et notamment une médium qui est très au fait de ça. Et donc, je suis parti du principe que les araignées, ça veut dire des créatures à tentacules. Donc, selon les médiums, ces créatures sont des créatures qui sont des créatures des nanotechnologies. Elles sont liées à des nanotechnologies non humaines. Elles sont contrôlées par certains types d'entités. Mais elles disposent aussi d'une forme d'intelligence artificielle, d'une forme d'intelligence synthétique. Donc ça, c'est très important à comprendre. La médium a confirmé que ces araignées, ces créatures à tentacules, peuvent se manifester au niveau physique, au niveau éthérique et au niveau astral, ce qui expliquerait qu'elles soient connectées aux pensées intrusives. Et elle expliquait que ces créatures sont capables de s'unir entre elles, autrement dit de s'assembler entre elles pour former des structures de taille différentes. Ça peut être des araignées géantes, ça peut être des structures de type blob, ça peut être essentiellement ça, et que elles sont capables de s'accrocher au niveau astral sur quelqu'un et de vampiriser son énergie. Mais cette médium a dit, en particulier une des deux médiums, a dit que ces créatures sont capables de phagocyter, de manger littéralement des humains. Et ça explique des phénomènes de disparition mystérieuse. Parce que ces créatures sont capables de se rendre invisibles. Et elles ont des techniques de camouflage. Et très souvent, beaucoup de personnes disparaissent comme littéralement
enlevé. Donc, vous allez dire abduction, et il y a beaucoup de disparitions qui sont liées aux abductions. Mais il y a des cas de disparition où une personne est en train de faire du jogging, par exemple, et elle est avec son compagnon de jogging, et hop, elle disparaît quasiment devant le compagnon. Le compagnon se retourne et la personne n'est pas là. Donc ça peut être une abduction, ça peut même être un effacement de la réalité, ou bien ça peut être cette créature de type prédatrice qui est constituée d'un assemblage de ces créatures à tentacules qui arrivent à se camoufler et ensuite qui attaque la personne et qui phagocyte la personne qu'elle veut attaquer. Donc, ça paraît complètement fou, mais c'est une réalité qui est confirmée par plusieurs sources. Donc là, il y a l'apparition qui est signalée de plus en plus fréquemment d'entités de type Glimmerman, qui sont des entités qui sont quasiment invisibles, où il y a juste la forme qui se distingue comme une espèce de silhouette, un petit peu comme, comment on pourrait dire, comme une image un petit peu floue dans l'air, comme quand il y a des différentes températures, il y a l'air qui va déformer un peu la lumière, et qui parfois prennent forme humaine, un petit peu comme dans le film Predator, pour faire simple, même si c'est un petit peu différent. Et ces créatures de type Glimmerman sont associées à des disparitions de personnes. Par exemple, la femme du feu Bruce Maccabee. Donc, Bruce Maccabee, c'était un physicien américain qui était passionné d'ovnis, qui travaillait sur les ovnis, qui était un ufologue connu, qui est maintenant décédé. Et sa femme, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de chasse à l'arc, puisqu'ils avaient une grande propriété, et elle aimait faire des chasses avec un arc. C'est pas mal à la mode aux États-Unis. Or, Paulides avait dit que de nombreuses personnes qui pratiquaient la chasse, de nombreux chasseurs disparaissaient. Donc un jour, la femme de Bruce Maccabee attendait, et elle voit, et d'un coup, tous les bruits s'arrêtent. Le temps semble s'arrêter. Tout devient silencieux. C'est ce qu'on appelle le facteur Oz. Le facteur Oz, c'est avant qu'une entité non humaine se manifeste ou avant que quelque chose qui est lié aux entités non humaines se manifeste. C'est une ufologue anglaise, Jenny Randles, qui a décrit ça il y a au moins 40 ans, et c'est ce qui se passe même avant les abductions. Le temps semble s'arrêter, la réalité est déformée, les oiseaux cessent de chanter, les grillons cessent de chanter, et surtout, il y a un silence, mais pesant, qui se met en place. Et c'est ce qui est arrivé à la femme de Bruce Maccabee. Et alors, elle voit une créature, un petit peu comme la créature Predator. Et elle sentait que la créature en voulait. Donc, elle est paniquée, mais elle ne bouge pas, et elle sentait que la créature était après elle. Elle bouge pas, elle se met à prier et tout, et elle prend quelques photos. Et sur les photos apparaît une créature de type Glimmerman. Donc, après, elle se sentait traquée par cette créature. Puis la créature part. Elle rentre chez elle, assez effrayée. Elle montre les photos à son mari, qui les authentifie tout de suite, puisque Bruce Maccabee était spécialiste en photographie. Et il explique bien qu'elle a vu une créature inconnue. Virgile Candeille parle aussi d'apparitions de créatures comme ça. Elles apparaissent tout le temps. C'est des créatures qui sont en fait comme des déformations dans l'air, qui sont invisibles, un petit peu comme quand quelqu'un a une cape d'invisibilité. Et selon
plusieurs chercheurs américains, notamment Paulides, qui laisse entendre, parce qu'il faut lire entre les lignes avec Paulides, ces créatures sont responsables de certaines disparitions mystérieuses. Et elles se mettent en gros en hauteur et elles sautent sur la personne à faire disparaître et ensuite la personne disparaît. Tom Lyons rapporte aussi des cas de personnes qui ont été attaquées par ce genre d'entité et parfois avec des disparitions devant des témoins avec ces entités. Donc c'est un phénomène qui est absolument réel. Et ça, c'est un comportement qui est absolument typique du prédateur. Donc, selon les légendes amérindiennes qui ne sont pas des légendes, ce prédateur à tentacules, qui peut être créé par un assemblage de plusieurs milliers de prédateurs de taille microscopique, qui s'assemblent pour former un être de taille macroscopique, c'est des prédateurs qui phagocytent les gens, qui consument les gens et les animaux. Et ces prédateurs, leur existence est confirmée par le travail de Trevor James Constable, qui était un chercheur néo-zélandais qui avait parlé de créatures atmosphériques presque invisibles qui phagocytaient les humains et expliquaient certaines disparitions. Et donc, selon Jerry Williams, et c'est corroboré par les récits du folklore amérindien, qui n'est pas du folklore, quand ces créatures prédatrices phagocytent un humain, elles vont pouvoir acquérir une forme physique, puisqu'elles peuvent se manifester dans le monde physique, d'aspect humain. Donc elles vont utiliser de l'ADN humain pour modifier leur apparence physique dans cette réalité. Et les Bigfoot, certains Bigfoot seraient ces créatures qui auraient consommé des humains et qui auraient ensuite pris un aspect de Bigfoot. Pas tous les Bigfoot, mais certains. Et ces Bigfoot seraient de nature prédatrice, puisqu'en fait, c'est ces prédateurs qui prennent la forme d'humains. Et les Dogman seraient des prédateurs qui auraient mangé, donc littéralement, des chiens, des loups, des coyotes, plus des humains, ce qui explique que le Dogman a un aspect à la fois humanoïde et à la fois un aspect de chien ou de loup. Et c'est très clairement expliqué dans les légendes amérindiennes et dans le travail de Jerry Williams. Il explique que ce sont des créatures qui prennent la forme de ce qu'elles phagocytent et de ce qu'elles mangent quand elles se matérialisent. Et donc, beaucoup de Bigfoot sont des prédateurs qui prennent la forme de leur proie. Et en l'occurrence, leur proie, c'est les humains et d'autres créatures aussi. Ces prédateurs sont, selon Jerry Williams, de nature extrêmement intelligente, dans le sens que c'est une intelligence maligne, une intelligence maléfique, psychopathique, et vont tout faire pour consommer, manger des humains et des proies. Ça peut paraître fou, mais les choses se rejoignent. Et ces créatures de type
prédateur sont capables d'influencer les pensées des humains et des animaux. Et c'est ce qui explique que l'infirmière Lynn Monette associe des créatures liées aux pensées intrusives à des formes de crabes, donc, qui symboliquement ressemblent à des araignées, à des créatures à tentacules. Et selon le folklore amérindien, ces prédateurs, qu'ils aient pris la forme de Bigfoot ou de Dogman, sont capables aussi d'influencer l'esprit des animaux et d'utiliser des troupeaux de coyotes, par exemple aux États-Unis, pour faire des chasses. Et ça paraît complètement fou. Je n'y aurais pas cru si Tom Lyons n'avait pas rapporté le cas d'un couple de chercheurs sur le Bigfoot qui avait été attaqué par des coyotes. Et le couple de chercheurs de Bigfoot, suite à leur attaque, avait compris que les Bigfoot étaient capables de dresser les coyotes. En fait, c'est des Bigfoot de type prédateur qui sont capables de rentrer dans l'esprit des animaux et des humains, de manipuler la pensée des animaux et des humains. Jerry Williams parle de corbeaux qui peuvent être manipulés par ce genre d'entité. Et effectivement, le corbeau, c'est un oiseau qui pense, c'est un des oiseaux les plus intelligents. Selon la biologie moderne, un corbeau est capable de se reconnaître dans un miroir et les corbeaux sont capables de compter, sont capables de raisonnement. Par exemple, j'avais vu un corbeau, alors c'était assez impressionnant, dans Paris, qui avait trouvé un œuf à côté d'une poubelle, un œuf intact. Il a pris l'œuf dans son bec et il a lancé l'œuf pour le casser pour pouvoir manger l'intérieur. Donc ça, c'est un comportement intelligent. Même il y a des chercheurs anglais qui expliquent qu'il y a des tribunaux de corbeaux. Quand un corbeau tue un autre corbeau, les autres corbeaux se rassemblent et punissent le corbeau. Et c'est pas une rumeur, c'est quelque chose qui existe réellement. Irene Pepperberg, une chercheuse spécialiste des kakatoès, donc des perroquets et des oiseaux, a montré qu'ils sont capables de penser, de parler littéralement. Par exemple, un perroquet à qui on parle, quand il répète, c'est pas répéter pour répéter. Il comprend exactement ce que l'on dit. Et c'est pareil pour les corbeaux. C'est parmi les animaux les plus intelligents. C'est des animaux qui sont capables de penser. Donc c'est logique que les corbeaux seraient affectés par des pensées intrusives. Et donc, il y avait le cas qui a été rapporté par Paulides où justement une personne randonnait et disparaît pendant la randonnée. Dans un endroit où il y a très peu d'arbres, un endroit où l'on ne peut pas disparaître. Donc, les secours sont appelés. Là, toujours pareil, il y a des problèmes de pluie qui se met à tomber, tout ça, ce qui ralentit les secours. Mais au bout d'un moment, les secours peuvent travailler. Ils ratissent le terrain de fond en comble plusieurs fois. Rien. Donc, au bout de quelques semaines, ils arrêtent leur recherche. La neige tombe et recouvre l'endroit. Et le printemps d'après, il y a des randonneurs qui sont en train de marcher. Soudain, sur une espèce de souche, ils entendent et ils voient un corbeau, mais qui chantait et qui chantait, mais comme un chant, littéralement, mais vraiment pas un bruit de corbeau classique. Donc ils comprennent pas ce qui se passe, et quand ils s'éloignent, le corbeau chante de plus en plus, comme s'il les appelait. Donc ils vont voir, et là
à côté de la souche, il voit des fragments du squelette de la personne disparue. Le problème, c'est que cet endroit avait été fouillé de fond en comble et de fond en comble, encore une fois, par des secouristes. Et même à la fin de l'hiver, quand la neige avait fondu, pour essayer de retrouver le corps, ils avaient encore ratissé l'endroit. Donc, selon Jerry Williams, c'est typique de l'attitude du prédateur. Et quand quelqu'un va disparaître pris par le Bigfoot prédateur, ou en tout cas par l'entité qui forme le Bigfoot prédateur, il y a très souvent des corbeaux. Le Bigfoot prédateur contrôle l'esprit des corbeaux. Ça paraît complètement fou. Et ça peut expliquer pourquoi le corbeau a toujours été considéré comme un animal négatif, parce que le corbeau est associé au prédateur. Et le même phénomène, on retrouve ce même phénomène de corbeaux associés à des disparitions en Europe, aussi en Irlande par exemple, et tout. Donc le prédateur, c'est vraiment un phénomène qui est universel. C'est lié aux entités sans âme, sans être lié. Disons que c'est issu des entités sans âme, mais ça a une certaine indépendance par rapport aux entités sans âme. Un Bigfoot prédateur ou un Dogman prédateur, donc qui est issu de ces entités prédatrices qui modifient leur apparence extérieure par l'ADN de ce qu'ils ont consommé, va aussi avoir la capacité d'imiter les voix de quelqu'un. Et beaucoup de personnes disparaissent dans les forêts, dans les bois, dans les parcs nationaux américains, mais aussi en Europe, après avoir entendu des voix, des appels, des appels au secours et tout ça. Ça a été rapporté par Paul Aides. Par exemple, avant de disparaître, il y a des randonneurs qui ont entendu la voix de leur conjoint ou de leur conjointe en train d'appeler au secours. Et typiquement, le randonneur est avec un collègue de randonnée, et après il se sépare pour essayer de savoir d'où vient la voix. Et puis après, un des deux randonneurs disparaît. Mais il y a très souvent ce phénomène de voix. Et selon Jerry Williams, ces entités prédatrices sont capables d'imiter les voix, littéralement. Elles imitent les voix humaines, les aboiements de chiens et tout. Et ça, par d'autres moyens, Tom Lyons est arrivé aux mêmes conclusions. Il y a même un chercheur américain qui a écrit un bouquin sur ces voix qui imitent. Donc, on voit que le prédateur est capable d'imiter. Et ce prédateur explique beaucoup de disparitions mystérieuses pour moi. Ça, c'est une évidence. Notamment des disparitions mystérieuses où les personnes ne sont pas retrouvées, ou bien les personnes sont retrouvées affreusement mutilées parce qu'il y a une connexion, selon Jerry Williams, entre le prédateur et justement les mutilations humaines et animales. Et le prédateur va faire très souvent aussi tourner en bourrique les secouristes. Et ça explique que des personnes sont retrouvées mortes à des endroits qui ont été fouillés et refouillés. C'est le cas de certains disparus du Boscodon qui ont été retrouvés morts dans des endroits ou dans des endroits qui avaient été fouillés et refouillés par les secours. Et c'est ce qui a permis à Lionel Camille de conclure qu'il y avait quelque chose de paranormal, quelque chose de pas naturel avec les disparitions du Boscodon, ce qui est une certitude, parce qu'il y avait une abbaye qui était construite là-bas,
et les abbayes sont connectées à des lieux telluriques. Or, les lieux telluriques sont connectés à des vortex et les prédateurs et ce prédateur passe par des vortex. Alors, j'ai demandé à cette médium justement d'essayer de voir d'où venait ce prédateur. Donc, ce qu'elle a expliqué, c'est que le prédateur était connecté au black goo. Le black goo, donc, c'est une substance qui ressemble un petit peu à du pétrole, qui est issue de la technologie des entités sans âme, mais qui a pris une certaine autonomie par rapport aux entités sans âme. Et c'est une substance qui est capable de manipuler l'esprit des gens et qui est aussi capable d'enregistrer les émotions et tout ça. C'est une substance qui est connectée au pétrole, mais qui n'est pas le pétrole. Et c'est pour cela qu'il y a énormément de conflits dans beaucoup de régions où il y a du pétrole. C'est pas pour le contrôle du pétrole, c'est pour le contrôle du black goo. Ça, c'est une autre histoire. Et j'en parle justement beaucoup plus en détail dans le podcast de la partie abonnement de notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr. Donc, les entités sans âme, donc les démons, les djinns, les archontes qui tirent les ficelles derrière cette réalité, auraient, selon la médium, mis au point le black goo. Donc, il y a des milliards d'années. Et attention, je mets milliards entre guillemets parce que le temps tel qu'on le connaît n'existe pas, puisque c'est une création des entités sans âme. Et le black goo servirait de substrat pour que ces créatures puissent s'assembler un petit peu comme l'ADN sert de substrat pour que les protéines s'assemblent. Là, le black goo sert de substrat pour que les créatures de type araignée, les créatures à tentacules, se forment. Globalement, je simplifie. Ensuite, selon cette médium, les créatures de type araignée à tentacules s'assemblent et vont ensuite prendre des formes de blobs ou d'araignées. Mais il y a une connexion avec le black goo. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais parlé dans un podcast au-delà de l'illusion d'une apparition de Dogman à proximité de Carpentras. Du reste, Morgan Priest avait fait une émission sur cela, où le témoin de cette apparition de Dogman avait parlé de ce qu'il avait vu. Donc, on habitait à cette époque-là dans les Hautes-Alpes, donc en août 2022, on est descendu pour aller au village entre Carpentras et le plateau de l'Albion où le Dogman était apparu. Et le Dogman était apparu donc dans une zone sablonneuse qui s'appelle du reste, qui est proche en tout cas du Colorado provençal. Pourquoi ? Parce que déjà cette région est très sèche et en plus les sols sont sableux, donc en été ça ressemble vraiment au Colorado, ça ressemble vaguement au désert, enfin pas vaguement, ça ressemble vraiment au désert américain. Et donc là, il y a une espèce de zone sableuse avec des arbres et c'est là où le Dogman serait apparu. Simplement, il y avait des grillages absolument partout, soi-disant à cause d'une pollution des sols. Moi, je pense que c'est du black goo qu'il y avait dans le sol. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc,
un peu dégoûté, je continue ma route, et là, je me rends compte que ça mène vers le plateau de l'Albion. Donc, au plateau de l'Albion, qui est une base qui est tenue par les entités sans âme. Jimmy Gueux, du reste, avait parlé longuement de cette base, et là aussi, c'est censé être une base désaffectée, mais il y a des grillages partout, des caméras partout, impossible de s'en approcher ou quoi que ce soit. Donc, et Jimmy Gueux avait expliqué que le plateau de l'Albion était lié à des bases souterraines où des grilles travaillaient avec le complexe militaro-industriel. Et il y avait énormément de témoignages à l'appui de ça. Donc, je décide, donc un an après, ou plus d'un an après même, de demander à un nagiste de la chaîne voyageuse des mondes subtils, qui fait aussi un très bon travail de recherche en état modifié de conscience, de voir ce qui se passait au plateau de l'Albion. Et elle a vu une substance noire et vivante. Et cette substance noire et vivante, c'est le black goo. Donc, je pense que cette collaboration entre GRI et CMI continue au niveau du plateau de l'Albion dans les bases souterraines et qu'il y a un travail sur le black goo. Et je pense que les entités utilisent le black goo pour faire pousser ces créatures à tentacules qui ensuite s'assemblent, ensuite qui vont se nourrir de la faune locale et tout ça, de chiens, de loups, d'humains, d'un petit peu tout, et qui prennent ensuite la forme des créatures dont elles se sont nourries. Donc on peut se demander si le black goo aperçu, si le Dogman aperçu près de Carpentras n'était pas lié à ces expérimentations sur le black goo, si ce n'est pas connecté au plateau de l'Albion. Et on peut se demander si la contamination des sols n'est pas liée à la présence de black goo, qui est une substance qui est extrêmement contaminante. Du reste, le black goo est présent dans beaucoup de choses qui nous tombent dessus et dans d'autres choses aussi qui sont encore à la mode depuis 2020-2021. Donc, voilà, je n'irai pas plus loin sur cela, mais c'est très intéressant, c'est très intéressant de comprendre ce paramètre. C'est comme à Porto Rico, par exemple. Il y a une créature, le chupacabras. Le chupacabras qui est le chupacabras qui a dévasté les troupeaux de chèvres, les poulaillers de Porto Rico, qui est lié aussi à plusieurs disparitions, puisqu'il y a énormément de disparitions à Porto Rico. Et les gens décrivent le chupacabras à Porto Rico et au Brésil comme une créature qui a des espèces d'ailes de chauve-souris, et en même temps comme un espèce de corps de dragon et de gris. Donc, beaucoup de gens n'ont pas pris cela au sérieux. Pourtant, c'est une réalité. Timothy Good, un grand ufologue anglais, avait enquêté sur le phénomène du chupacabras et il en a conclu que c'était une réalité. Tony Dodd, pareil. Gildas Bourdet aussi avait travaillé sur le chupacabras et avait conclu que c'était une réalité. Donc, c'est quelque chose qui existe. C'est une créature prédatrice. Or, à Porto Rico, il y a des bases américaines où il y a une collaboration avec des entités non humaines. Donc, on peut penser qu'il y a des expérimentations avec le black goo. Donc, on peut penser que les chupacabras sont issus d'expérimentations avec le black goo. C'est un peu différent du génie génétique, dans le sens où, de manière artificielle,
le CMI, via le Black Goo, génère des prédateurs qui s'assemblent. Les prédateurs qui s'assemblent vont ensuite consommer des espèces, des humains, des choses comme ça, utilisent leur ADN pour se donner une forme, et le chupacabras pourrait venir de ça. Donc en fait, c'est des expérimentations avec le prédateur qui sont menées par le CMI en collaboration avec des entités non humaines. Et effectivement, selon cette médium, ces prédateurs liés au Black Goo sont à la fois autonomes mais peuvent aussi être utilisés par différents types d'entités. Donc ensuite, on pense à des créatures comme les rampants blancs, des créatures comme ça. Certains sont très clairement des tulpas liés au monde des intelligences artificielles, on en a déjà parlé, mais certaines peuvent être des tentatives de recréer des créatures qui viennent de notre imagination, de recréer des tulpas au sens physique du terme. Parce que le phénomène des rampants blancs, c'est lié à des forums internet, mais à partir de 2012-2013, des personnes dignes de foi ont vu des rampants blancs et ont même été attaquées par des rampants blancs. Et même, il y a des personnes qui ont été tuées par des rampants blancs. Donc, il y a des rampants blancs qui sont liés au monde des intelligences artificielles, puisque tout ce qui vient d'Internet nourrit les mondes des intelligences artificielles. D'autres sont aussi des tulpas, des formes pensées qui se matérialisent. D'autres aussi sont des entités sans âme qui prennent forme en fonction de nos croyances. Mais d'autres peuvent être des expérimentations du CMI avec ou sans les entités sans âme, où en gros, il y a un travail sur le Black Goo, un travail aussi sur ces entités à tentacules, pour ensuite les faire phagocyter certaines espèces animales et mélanger différents types d'ADN pour recréer des créatures qui à la base sont nées de forums internet. On peut penser que beaucoup de créatures qui sont censées être mythiques prennent vie par ce procédé-là, que le CMI et les entités sans âme sont littéralement capables, par leur technologie, par le Black Goo et par ces créatures prédatrices, de donner vie au mythe, mais vraiment vie physique, parce que tout cela, c'est très physique, c'est un truc qui est complètement fou, mais moi je me pose la question. Thomas Castello, à la base de Dulce, c'était un agent de sécurité de la base de Dulce qui avait quitté la base en 1987 parce qu'il y avait des expérimentations absolument terribles qui avaient lieu. Des personnes disparues étaient amenées là-bas et subissaient des choses affreuses, des expérimentations affreuses. Moi, je me pose la question, si beaucoup de personnes disparues ne sont pas amenées dans des bases souterraines pour ensuite servir de nourriture à ces prédateurs qui sont synthétisés sur place via le Black Goo pour créer des chimères génétiquement modifiées. Et donc en tout état de cause, ce genre de choses existe depuis des milliers d'années. Quand on voit des textes anciens comme le livre d'Enoch et tout ça, ça parle de Néphilim. Et les Néphilim seraient des espèces de chimères, d'hybrides et tout ça. Certains Néphilim peuvent être liés à des expérimentations génétiques, d'autres peuvent être liés aux entités sans âme, mais on peut penser que certains Néphilim sont liés aux prédateurs qui phagocytent différentes espèces animales pour ensuite prendre la forme
la forme de Néphilim. Donc, il y a vraiment ça à tenir en compte. Par exemple, à Chicago, énormément de personnes voient des entités de type homme chauve-souris, des humains avec des ailes de chauve-souris et des yeux rouges d'à peu près 2,20 m à 2,30 m de haut et à 3-4 mètres de diamètre pour les ailes. Alors, ça peut prêter à sourire s'il n'y avait pas une enquête très sérieuse qui avait été menée par Lone Strickler, et ça confirme à 1000%. Il y a quelqu'un qui a vu une de ces entités récemment sur le toit de l'immeuble en face où il était à Chicago, et beaucoup de personnes voient ce genre d'entité. Et John Keel avait travaillé sur ce même genre d'entité qu'il appelait le Mothman, l'homme phalène, à Point Pleasant. Et ces entités sont liées à des catastrophes, à des disparitions d'êtres humains, à des mutilations animales. Et moi, je me pose la question si ces entités ne sont pas liées au prédateur. Le prédateur qui consomme des espèces comme des chauves-souris, par exemple, qui consomme des humains et d'autres espèces et qui utilise l'ADN pour modifier sa forme. Et effectivement, il y a des personnes qui ont été enlevées par des créatures de type Mothman, de type homme phalène. Par exemple, Tom Lyons rapporte le cas de 2 jeunes américaines qui étaient allées passer quelques jours dans une station de montagne en Californie, et elles se baignaient dans un lac qui est très connu, une espèce de lac de cascade très connu, qui est connu pour ses eaux extrêmement chaudes en été. Et un jour, une de ces jeunes filles voit une pierre qui bouge, un rocher qui bouge, qui se déplace. Donc elle dit à son amie, qui du reste n'était pas son amie mais sa cousine, j'ai vu un rocher bouger. La cousine regarde et lui dit qu'elle délire complètement. Et puis après, la cousine est choquée de voir que le rocher change de forme et se transforme en ce qu'on peut appeler un homme chauve-souris. L'homme chauve-souris prend la jeune fille et l'enlève. Jamais retrouvé. Il y a eu un blackout total sur cette affaire selon les dires de Tom Lyons. Tom Lyons qui mène des enquêtes hyper intéressantes et qui du reste recueille beaucoup de témoignages. Donc on voit bien qu'il y a un comportement prédateur de la part de ces créatures. Et ça correspond vraiment à ces entités de type prédatrice. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important, je pense, que de comprendre ces entités de type prédatrice. C'est quelque chose d'hyper important parce que ça explique bon nombre, mais pas toutes, de disparitions mystérieuses. Donc les entités prédatrices, les réseaux sataniques, bien évidemment aussi, les abductions et les manipulations de la réalité peuvent expliquer la plupart des disparitions mystérieuses. Et quand je dis mystérieuses, c'est quand toutes les explications rationnelles ont bien évidemment été éliminées. Et il y en a beaucoup. Aux États-Unis, c'est des dizaines de milliers de personnes chaque année qui disparaissent. En France, c'est plusieurs milliers de personnes chaque année qui disparaissent. C'est des chiffres absolument énormes. Et ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Et je pense que certaines de ces personnes
peuvent être victimes de ces prédateurs. Par exemple, il y avait un groupe de personnes qui avait fait une espèce de croisière qui s'était arrêtée en Corse et une personne a disparu dans la ville d'Ajaccio, il me semble. Mais comme ça, aucune trace, rien n'explique la disparition de la personne et tout. Et ça peut être lié à ces entités prédatrices, d'autant plus que selon Jerry Williams, ces entités prédatrices sont absolument partout. Et leur but justement, c'est de consommer, de manipuler, de prendre l'ADN et l'énergie vitale. Et ces prédateurs agissent au niveau physique, mais aussi au niveau psychique. Quand elles agissent au niveau psychique et astral, ces prédateurs sont liés aux pensées intrusives. Quand ces entités s'assemblent et se matérialisent au niveau physique, c'est lié aux disparitions mystérieuses d'humains et d'animaux. Donc, c'est un thème extrêmement important et extrêmement intéressant à comprendre. Ça montre vraiment que la thématique des entités sans âme est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. Donc, vraiment, face à ça, plus que jamais, c'est l'information qui est importante, être informé de ça. C'est aussi utiliser nos capacités créatrices pour créer une réalité individuelle et collective qui vibre au-delà de ces entités non humaines pour que l'humain cesse d'être utilisé comme une source de nourriture par ces entités. C'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre qu'on est des êtres créateurs et que l'on crée une réalité, un canevas de réalité qui vibre au-delà de ces entités, puisque comme elles n'ont pas de connexion divine, au bout d'un moment, elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil. Donc, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. Merci beaucoup. Au revoir.